Allez, c'est moi, j'interromps mon propre podcast. Après tout, je suis chez moi. Bon, si t'écoutes, tu bosses dans l'industrie, j'imagine que t'es manager, t'es RH ou t'es dirigeant. Une problématique qui revient systématiquement, qu'on a presque fini par abandonner, c'est le turnover. Alors, j'ai pensé à toi, je t'ai préparé une ressource et un workbook. Tu as plein d'outils et une méthode structurée en 3 étapes pour diagnostiquer tout ça par toi-même. Tu le chopes en direct, c'est dans la description de l'épisode. Je t'ai mis le lien dès la première ligne. Voilà. Hello les passionnés d'industrie et de RH. Bon, ce podcast, je l'ai vraiment pensé pour vous. Et son objectif, c'est de vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Et moi, je suis Claire Tonaillou, je suis hôte du podcast et fondatrice de Be Wanted. Mon objectif, c'est de faire rayonner l'industrie. Enfin, surtout la vôtre. Je vous aide à élaborer des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui accompagnent la croissance de votre entreprise. Mais je ne suis pas seule à ce micro, puisque chaque mois, je reçois 2 invités qui vous présentent chacun 4 thématiques et donc 4 épisodes. Alors, c'est un shot de bonnes pratiques et de benchmark que vous trouverez dans vos oreilles chaque lundi et jeudi. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute. Jade, bonjour. Bonjour Claire. Comment vas-tu? Eh bien, tout va très bien. On a de la chance, il fait beau et donc le soleil a un impact très positif sur le moral des troupes. Écoute, moi quand je te vois comme ça, forcément le soleil brille. Tu me dis si j'en fais trop, mais Tout petit peu. un petit peu. Bon, je recommence. Mais je suis quand Non, même mais très mais contente. ça va. Non, c'était une plaisanterie. Tout va bien. On peut continuer. Mais tu sais que je suis quand même très contente de t'avoir et c'est évidemment très sincère. Ici, on commence par 3 questions. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te révolte? Et qu'est-ce qui te fait peur? Et donc, je réponds aux 3 en même temps. Qu'est-ce qui m'anime? Ouais, j'aurais dû les lire en amont. Mais non, c'est Ce qui spontané, m'anime, t'inquiète pas. ouais. C'est une bonne question, ce qui m'anime. Pendant longtemps, je me la suis posée et je crois que ce qui m'anime, c'est les rencontres avec les gens et les défis qui peuvent me poser. Et donc, c'est le feu intérieur qui s'alimente de ces rencontres. Ce qui me révolte, c'est l'état du monde actuel. Et où je me dis, si on continue, si personne ne change ses habitudes, si on n'est pas tous collectivement en train de prendre conscience qu'il faut avancer dans la même direction et que cette avance doit se faire différemment, on va droit dans le mur. Tu parles des sujets écologiques. Oui, ouais, écologiques, sociaux, démographiques, plein de sujets. On n'a qu'une seule planète pour l'instant. Je pense que c'est très bien de n'en avoir qu'une seule. Et du coup, on a eu des habitudes qui ne sont plus soutenables pour notre planète. Mmh. Voilà. Et donc, le manque de prise de conscience collective me révolte. Du Voilà. coup, qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que c'est une peur qui est liée ou est-ce que Ouais. Ouais. Ce qui me fait peur, je dirais que le surcroît de testostérone qu'on perçoit chez certains politiques outre-Atlantique me fait peur. Est-ce que ça Bref. peut leur faire prendre comme décision? Mmh. On va dire ça gentiment. Mmh. Mmh mh. Ouais. Écoute, c'est le problème de ces questions-là, c'est que tu Mmh sais, j'ai mh, toujours envie de mmh. et donc Mmh je me mh, mmh. retiens parce que je pense que sur ces 3 questions, on pourrait faire un podcast en entier. Tout à Mmh. fait. Hein? Testostérone, le podcast. Ouais. Ah ça sonne. Écoute, lance un side project, Oh non, pas encore un. ouais. Non, Mmh il mh. faut parfois apprendre à rester focus, mais merci pour tes réponses. Pour toi, c'est quoi, l'industrie qui fait envie? Qu'est-ce que ça t'évoque? Eh bien, je vais, lier ça à mes réponses précédentes. Pour moi, l'industrie qui fait envie, c'est celle qui s'est remise en question, qui a su évoluer et qui n'est plus en train de produire les objets d'hier avec les méthodes d'avant-hier. Très chouette, C'est ça. très chouette réponse. Mmh mh. Maintenant, je t'invite, donc à te présenter comme d'habitude. Jusque-là, je n'ai donné que ton prénom histoire de faire un super teasing. Donc je te laisse, prendre la main sur ta présentation. Tu nous dis absolument tout ce que tu veux. Tu as carte blanche.
Eh bien, merci Claire. Jade, j'ai 37 ans, je Donc, travaille... Jade Lemaître. Oui, Jade Lemaître, pardon. Merci Claire. J'ai 37 ans, 4 chats, 2 poules. Ça fait 15 ans que je travaille dans l'industrie et plus particulièrement la robotique. Ça a été un déclic très rapidement quand j'étais jeune pendant mes études. Je me suis mal orientée, je suis arrivée par hasard dans mes études et au final j'ai eu un énorme déclic à ce sujet. Et je me dis le hasard fait très bien les choses. Et donc actuellement, je suis directrice générale de Proxinov. Proxinov, c'est une entité qui existe depuis 13 ans dans les Pays de la Loire et en Normandie, qui est un réseau et un centre technique autour de la robotique industrielle. Très bien. Proxinov, c'est plus de 200 membres en France, à la fois des industriels manufacturiers, des offreurs de solutions, donc tout ce qui fait une cellule robotisée, et des intégrateurs. Et nous, notre but, c'est faire en sorte que cet écosystème grandisse et via le centre technique, d'apporter un accompagnement à ces industriels, plutôt des PME, plutôt des primo-accédants, pour les aider à bondir sur la marche de la robotisation et à relocaliser et ou produire vertueusement en France. Eh bien, écoute, très Mmh. clair. Et quand tu dis, je fais ma petite curieuse parce que je ne sais pas tout de toi. Quand tu dis que c'était un peu une erreur d'orientation, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Ouais, quand j'étais gamine, j'étais passionnée par tout ce qui était sciences de la vie et bio. Et donc je me suis inscrite dans une école d'ingénieur post-bac qui avait un diplôme en génie biologique et un diplôme franco-allemand. Et donc je me suis inscrite en pensant que je pouvais faire génie biologique en études franco-allemandes, donc me partager entre la France et l'Allemagne. Et en fait, après 6 mois de cours sur comment fraiser du métal et des ateliers pratiques de tournage sur alu, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais jamais faire de génie biologique en suivant ces études-là. J'allais certes passer la moitié de mes études en Allemagne, mais sur des techniques de production et sur de la construction mécanique. Et en fait, j'ai adoré. OK, donc Yeah. le hasard fait bien les choses finalement. Enfin, le hasard, je sais pas si on peut appeler ça le hasard, mais OK, très chouette. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast parce qu'en ce moment, il y a une croissance assez folle, donc je suis évidemment trop contente. Si pour, m'aider et en même temps aider l'industrie à rayonner, vous pouvez prendre 2 petites minutes pour ajouter 5 étoiles, juste en haut, peu importe où vous écoutez, ça me serait très utile. Vous pouvez vous abonner aussi évidemment pour être sûr de manquer aucun épisode. Je reviens à toi Jade. Donc tu nous le disais, tu es à la tête, de Proxinov, tu accompagnes les industriels de ton territoire qui s'élargit avec l'ouverture récente d'ailleurs du Havre, hein, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Tout à fait. L'année dernière, la Normandie avec notre antenne du Havre. Heureusement, tu as vu, j'ai bûché un peu pour ne pas me planter. Et tu t'attaques aussi à d'autres sujets parce que je crois savoir que vous avez décidé d'animer des clubs et notamment un club autour de l'attractivité. Vous parlez de différents sujets, la place des femmes dont tu es particulièrement imprégnée, on va dire, le recrutement, la manière dont on donne envie de rejoindre l'industrie de façon finalement assez macro. Et je me rappelle très bien de ce jour-là. Tu as publié un post, c'était il y a quoi? 2 ans peut-être? 1 an et demi? 2 ans? 1 an et Je ne sais demi, plus. je crois, ouais. Mais le temps Quelque passe chose beaucoup trop vite. Je voulais faire un bilan à 1 an et donc c'est très marrant parce que ce post a eu énormément d'écho, ouais. mais pas tant dans la vraie vie. Et donc c'est là que je vois, la différence entre nos bulles sur les réseaux sociaux et ce qui se passe dans la vraie vie ensuite. Mmh. Mmh mh. Intéressant. Donc je vais vous expliquer un peu, le fondement de ce post-là. De mémoire, tu sortais d'un événement, d'une table ronde, tu as l'habitude. Tu es souvent, invitée, en guest, star. Voilà, sur les sujets de l'industrie, de la robotisation, de la féminisation, en tout cas, tu es un peu, une incontournable, sur ces sujets-là, et tu piquais un petit peu un coup de gueule, et tu nous expliquais, tu annonçais que si tu continuais à être la seule femme à intervenir dans ces tables rondes sur l'industrie, tu doublerais, ton tarif. C'était fort, c'était Mmh. juste, effectivement, ce post a eu, beaucoup de rebonds, beaucoup d'échos. Et finalement,
c'était très juste parce que c'est là qu'on voit que c'est pas qu'une question de visibilité, c'est une question de transformation derrière de notre modèle, de notre vision, presque de notre société finalement, où ça interroge les normes sociétales. Alors avant qu'on rentre dans le concret, dans l'organisation de l'industrie, dans les outils, les leviers pour rendre l'industrie un peu plus désirable, j'ai envie de commencer par toi. Forcément, je t'ai en face de moi, tu es une femme dirigeante dans l'industrie. Est-ce que tu peux me dire si tu rencontres ou tu as rencontré des barrières? Est-ce que ça t'a freiné ou est-ce que à l'inverse, ça t'a propulsé en orbite? C'est une bonne question. D'habitude, on me demande plutôt: «Est-ce que ça change quelque chose d'être une femme dans l'industrie ou pas?» À laquelle je réponds de manière assez invariable: «Ça change tout et en même temps ça change rien». Parce que j'ai la chance, je suis une femme, mais je n'ai pas d'autre minorité, visible que celle d'être une femme. Donc au final, l'inconfort, que je peux ressentir à certains endroits, s'estompe assez vite, mais parce que j'ai aussi, l'habitude de me battre pour ce en quoi je crois. Donc c'est peut-être ça aussi qui me permet, moi, de faire bouger les choses. Si j'ai eu des freins ou des barrières, oui. C'est plus facile à identifier parce qu'en général, le frein, la barrière, tu le vois arriver, tu vois que ça te stoppe dans ton élan et tu vois que collectivement autour de toi, les gens en général ne voient pas que c'est un frein ou une barrière. Néanmoins, ça existe bien pour toi en tant que nana. Si je bossais dans le BTP, je pense que ces freins et ces barrières seraient infiniment plus grands. Je pense, j'ai eu quelques expériences dans le BTP, donc j'ai pu voir ce que c'était. Je me dis l'industrie au final c'est pas si mal. Mais dans les exemples assez récurrents, en général, les gens qui ne me connaissent pas demandent déjà à parler au patron de Proxinov ou au directeur. Et donc ont un moment en général assez interloqué quand ils voient arriver dans leur réunion une nana de moins de 40 ans, blonde et avec un poil d'assurance. Et je pense que c'est ça qui joue aussi. C'est intéressant parce que ça permet de retourner leur candeur ou leur surprise contre eux quand le rendez-vous ne se passe pas bien. Mais ça reste néanmoins assez inconfortable, je dirais. Dans les barrières que j'ai bien identifiées, c'est surtout quand j'étais plus jeune, où je manquais de légitimité, et où notamment quand j'avais ma précédente boîte, où on devait lever des fonds, s'adresser à des acheteurs de grands groupes, etc. J'étais clairement pas prise au sérieux dans mon rôle de directrice technique parce que j'étais une femme, que ce soit par des interlocuteurs français ou bien étrangers. Et donc c'était pas rare de voir les gens, nos interlocuteurs poser une question technique à mon cofondateur qui était plutôt commercial. Lui me rebalançait la question, je répondais, les interlocuteurs écoutaient et continuaient à lui poser des questions. Bah, il s'adressait à lui, quoi. Donc il s'adresse à lui parce que c'était un homme. Et au final, on arrive très très vite à voir ces patterns. Et en fait, en tant que nana, c'est difficile de s'en sortir et de briser la barrière si on n'a pas un allié à nos côtés. C'est con de le dire, on peut pas le faire seul, mais parce qu'en général, on a en face de nous des gens qui, consciemment ou inconsciemment, ont ce blocage. C'est dans leur culture, c'est dans leurs habitudes, c'est dans leur mode de vie. Ils n'y réfléchissent pas, alors que nous, on n'arrête pas d'y réfléchir. Si on trouve pas l'allié, la bonne personne, qui peut nous aider à casser cette barrière en face, ça marche pas et en fait, on se bat seul. Et alors toi, ça t'a jamais mis de barrière intérieure? En fait, j'ai eu énormément de chance dans mon éducation. Ma mère a eu 2 filles et ne nous a jamais vraiment posé de barrière à moi et à ma sœur. C'est-à-dire que on pouvait faire les études qu'on souhaitait, qu'elles soient typiquement masculines ou typiquement féminines. Elle nous a encouragés dans notre voie et au final, on est toutes les 2 devenues ingénieures. OK, c'est marrant. Ouais. Donc c'est très chouette. À Noël, j'ai reçu un microscope. On se rappelle, hein, génie biologique, tout ça. C'était génial. J'avais pas le droit au Lego, mais j'avais le droit au microscope. Et donc la barrière, elle n'était pas vraiment là.
Ce qui est assez intéressant parce que dans ma génération, on est assez peu nombreuses, je pense, à avoir été élevées sans avoir cette espèce de barrière de ma fille, plus tard, quand tu seras plus grande, tu feras un métier de nana. Mmh. Donc ça, c'est bien. Je pense que ça a permis de mon côté une certaine liberté aussi d'action dans ce que je souhaitais devenir. Et un premier feu intérieur qui m'a permis d'aller de choisir la voie qui me plaisait vraiment. Par contre, la barrière que je m'étais mise pendant très très longtemps, elle était celle de l'entrepreneuriat. Jamais je fonderai une boîte, jamais je serai patronne, jamais je ne dirigerai des gens. Et donc ça, c'était une barrière qui était assez forte. Et il a fallu qu'on vienne me chercher, qu'on vienne me convaincre pour que je me lance dans l'aventure et que je me laisse tenter par ça. Ah, c'est fou. Mais tu as quand même réussi à faire de tout ça une force parce qu'aujourd'hui, tu as quand Mmh. même des responsabilités, un poste de dirigeante. Donc, à un moment, tu as réussi à renverser la vapeur, j'imagine. Oui, oui, mais en fait, ça s'est fait petit à petit. Et je dirais que la vapeur, elle est pas tout le temps renversée H24 parce que je pense que n'importe qui m'arrive de douter, mais peut-être plutôt comme n'importe quelle femme, il m'arrive de douter fréquemment. Et donc, tout l'enjeu, c'est comment est-ce que je transforme ce doute en moteur? Comment est-ce que je fais que ma roue à aube perpétuelle qui m'alimente, ça ne soit déjà pas que du doute, et puis quand c'est du doute, en fait, que ça me propulse plus loin ensuite. Mais Mmh. c'est simple. Et est-ce que tu penses que tu as bossé plus et tu as dû prouver plus que peut-être, tes copains de promo? Tu vois, tu parlais de soucis de légitimité, de tu vois? Mmh. Est-ce que tu as dû faire plus ou est-ce que tu as la sensation d'avoir fait plus? C'est une bonne question, c'est difficile d'avoir ce recul sur soi-même. Pour ça, il faudrait demander à mon entourage: «Est-ce que vous avez l'impression que je bosse plus?» Hem, Globalement, j'aime bien bosser. Quand je fais les choses, je les fais pas à moitié, donc de base, je bosse. Après plus, si je regarde un petit peu le stéréotype classique, j'aurais tendance à te dire oui. Mais en fait, si je prends un peu de réflexivité, honnêtement, je ne sais pas te dire. Et de ton côté, il y a quelque chose que tu me dis, souvent, enfin, en tout cas quand on se croise parce qu'on passe pas non plus Mmh notre mh. vie ensemble, mais ça nous arrive de nous croiser. Tu dis souvent que, on pourra pas attirer des profils différents, si on change pas nos manières de faire, mais et pas seulement la manière de communiquer. Heu et tu penses que, quels sont justement les angles morts qu'on peut avoir un peu dans nos modèles industriels, qu'ils soient, organisationnels ou structurels? Tu vois quoi quand tu me verbalises ça? Je vais repartir d'une expérience que moi j'ai vécue en essayant de recruter des femmes dans ma précédente boîte. Je fais une parenthèse, cette boîte, c'était donc une boîte de robotique où on faisait nous-mêmes notre propre robot, produit, à Villeurbanne en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, à un moment donné, je me disais: «Franchement, mon équipe technique, majoritairement des hommes, on fait un robot qui va dans l'espace public. Si on ne fait pas un peu de si je n'apporte pas des profils différents, je vais me retrouver avec un robot qui n'interagirait pas de la bonne manière avec 90 des gens». Puisque mon équipe était représentative du 10 reste. Et donc je suis allée chercher des profils féminins et notamment des profils féminins, entre 30 et 40 ans, parce que j'avais aussi besoin d'avoir des personnes un peu plus expérimentées dans mon équipe. Et c'est là que j'ai découvert que la localisation de l'entreprise interdisait tout recrutement de jeunes mamans. Je dis pas que tous les profils féminins entre 30 et 40 ans, sont des profils féminins qui sont parents, mais c'était un fait, en fait. On était éloignés des transports en commun, on était éloignés des crèches et des écoles, on était éloignés du centre-ville. Et du coup, ça aurait été le parcours du combattant pour une jeune maman de venir nous rejoindre. Oui, Mon parce que tu topo, passes déposer tes enfants à l'école ou à la crèche ou je ne sais où, tu es chez toi, tu vas à un point A, tu as ta boîte qui est, à l'autre bout donc au final, tu as une demi heure de trajet qui se transforme en 50 minutes si tu fais les 2 c'est étapes, quoi. OK.
Voilà. Et du coup, ouais, c'était donc 50 minutes aller, 50 minutes retour. Alors que globalement, nous, en tant que jeunes actifs, on trouvait que la localisation était plutôt très bien et qu'il y avait absolument rien à changer. Et donc, l'enseignement que j'ai tiré, c'est que si on n'arrive pas, en fait, dans le processus de recrutement, à déjà penser l'entreprise pour pouvoir inclure différents types de personnes, on n'arrivera jamais à les fidéliser et à les recruter en dehors de notre vie habituelle. Déjà, il faut se faire accompagner, il faut se faire conseiller et essayer d'avoir un petit peu de jugeote et de sortir de sa bulle pour voir ce qui pêche dans l'entreprise et ce qui peut être amélioré. Et Donc on donc là, m'appelle dans ces cas-là. c'est ça, Moment exact. promo, pardon, encore un. Mais oui, non mais il faut se dépasser ses propres barrières aussi. Et donc nous, ça a été aussi d'aller demander l'installation d'une microcrèche pas très loin, parce qu'on était plusieurs entreprises en fait à être Ah ouais. dans le même cas, pour pouvoir permettre en fait aux jeunes parents, et ce qui bénéficie aux potentielles jeunes mamans, bénéficie aussi aux jeunes papas. Et donc pour permettre à tous les jeunes parents de pouvoir venir travailler sereinement. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est un exemple effectivement qui est hyper concret et c'est vrai que ben, l'accès au transport, aux organismes, enfin c'est pas le bon terme, mais aux organismes publics autour, c'est un vrai sujet parce que souvent on est industriel, on est écarté finalement des centres, des lieux de vie et c'est une vraie problématique dans l'attractivité sur les territoires et sur les zones industrielles. Et complètement. Et en fait, quand tu regardes sur les zones industrielles, ce sont majoritairement des zones où tu ne viens qu'en voiture, qui sont très mal desservies par les transports en commun, qui n'ont aucun service aux alentours, des services, voilà, services petite enfance, mais aussi pour pouvoir faire ses courses, pouvoir prendre le pain, pouvoir, je sais pas, mettre du Ah, lin. même les restos, des fois, le midi, tu te Et retrouves même à la nuit, manger. le resto le Ouais, midi, ouais. ouais. Et donc, et les pistes cyclables. Si t'as pas envie de venir en vélo, si t'as pas envie de venir en bus, des fois, en fait, des pistes cyclables pourraient aussi être aménagées et qui permettraient une mobilité un peu plus douce. Même ça manque. Et en fait, les zones industrielles à l'heure actuelle, elles datent du siècle dernier. Elles ont été pensées par des gens il y a 40 ans, 50 ans, à une époque où la société était très différente et à une époque où on ne pensait pas du tout, où en fait le problème ne se posait même pas. Il y avait de la main-d'œuvre. Donc pourquoi penser à recruter différemment? Il y avait du monde, il y avait de la main-d'œuvre. Et là, Oui, on et voit puis on poussait à prendre la voiture, et surtout, on voulait pas de nos industries. Déjà qu'on voulait les délocaliser, sortir, tu as vu mon petit geste? Donc on va pas les mettre en cœur de ville, on les décale, quoi. mmh mh. Et oui, surtout, cachez-moi cette industrie que je ne veux pas voir. Et je comprends, hein. Il y a tellement de clichés sur l'industrie qu'on n'a peut-être pas envie de l'avoir, à côté de chez soi. Mais en fait, c'est ce qui, in fine, empêche une industrie propre, vertueuse et pensée différemment de se développer aussi. Non, mais complètement, complètement. Est-ce que tu vois parce qu'après, bon, le modèle organisationnel de l'industrie est souvent, assez contraint, des rythmes horaires, les cadences, l'ergonomie des postes, on a aussi des leviers, mais effectivement, si on considère pas, la diversité, des profils, qu'on a besoin d'attirer, comme tu citais ton exemple de mobilité, est-ce que tu mettrais le doigt sur quelque chose là-dessus? Quelles limites tu peux voir, en fait, à la diversité du fait de nos modèles organisationnels? Tu as raison, en fait, il faut repenser l'industrie dans un tout. C'est à la fois sa localisation, son accessibilité, la manière aussi d'organiser la production à l'intérieur de l'industrie. Pour ça, il faut se faire aussi accompagner, donc là, c'est ma minute autopromo à moi, Bah, vas-y. par des gens, en fait, dont c'est le métier, d'aider, en fait, à faire de la réorganisation industrielle, en prenant en compte, en fait, l'ensemble de ce qui existe à l'heure actuelle comme technologie pour faire gagner des points de productivité. Hem Et in fine, quand on gagne en points de productivité, on peut commencer à repenser son organisation, son flux, ses horaires, et cetera. J'ai un bon exemple dans notre réseau, c'est l'entreprise 19. Si, quand vous m'écoutez, vous êtes en train de
de siroter un verre devant un feu de cheminée, à côté de votre cheminée, il y a forcément un accessoire 19. Vous le verrez, cet accessoire, c'est en métal, noir, un peu design, ça contient vos bûches, ça contient les accessoires autour de la cheminée ou du poêle. Et donc 19, c'est une entreprise qui est pas très loin d'ici, en Pays de la Loire. Et eux, ils n'ont absolument aucun problème pour recruter. Pourquoi? Ils sont passés du 2-8 au 1-8. Tous les salariés sortent avant 17 heures de chez eux. Qu'est-ce qui a permis cette transformation? Tout en gardant bien sûr la productivité et la qualité, ils gagnent même en productivité, ils prennent de nouveaux marchés chaque année. Ce qui a permis en fait ce passage-là, c'est une réorganisation profonde du modèle industriel et surtout une automatisation forte de certaines de leurs tâches, qui a permis de rerouter du coup la main-d'œuvre humaine vers des tâches à plus forte valeur ajoutée, moins dangereuses, moins chronophages. Globalement, ils ont beaucoup investi dans des robots pour faire des tâches de soudage. Ils ont une partie de cellules traditionnelles robotisées pour faire leurs grandes séries. Et à côté, ils ont pris ce qu'on appelle des robots collaboratifs, qui sont des robots plus légers, un peu moins précis, mais aussi beaucoup plus simples à remettre en route par les collaborateurs quand il y a une panne. Et donc la majorité des collaborateurs qui s'occupent de ces robots sont complètement autonomes sur les robots collaboratifs. Ça les a fait monter en compétences. Ils deviennent des ambassadeurs de l'entreprise. Et ça a permis aussi d'aller automatiser des opérations de plus petites séries. Et donc, grâce à cette grande réorganisation à la fois des outils, des moyens et du process, 19 a pu gagner en flexibilité et ont pu passer au 1-8 et gagner en confort de travail et de vie pour leurs collaborateurs. Du coup, ça veut dire que toutes leurs grandes séries, en gros, elles tournent toutes seules. Ouais, J'imagine globalement, ouais. qu'ils les font démarrer une fois la nuit, possiblement, après 17 heures. C'est ça? Sur les cellules de soudage robotisées, il y a toujours en fait une personne qui surveille la cellule. Donc ça reste de la prod en 1-8 classique, il n'y a pas forcément de prod de nuit. Ok, d'accord. Écoute, je t'invite à me mettre en relation avec eux. On les recevra sur ce podcast Mais avec pour mettre plaisir. en avant leur réussite. Ça serait trop, trop chouette, une belle illustration. Et du coup, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est effectivement du sujet de comment la robotisation permet de gagner en attractivité. Parce que là, tu as abordé le sujet de la montée en compétences, tu vois, de la partie sécurisation, peut-être ergonomie. Du coup, j'ai bien envie de te challenger là-dessus. Faisons le lien entre nos deux sujets respectifs, tu vois. Je t'écoute. Eh bien, moi, ça va être très très simple. On va prendre l'exemple d'une société qui travaille le métal, par exemple une société d'usinage. En tant que jeune candidat ou jeune candidate, si tu vas visiter une société d'usinage qui est uniquement sur des machines traditionnelles et qui travaille comme ton grand-père, hyper vieux, parce que tu es un jeune candidat, hein, donc les grands-parents, c'est très vieux, qui travaille comme travaillaient tes grands-parents il y a 50 ans. Est-ce que tu te projettes? Oui, non, je sais pas. Et le lendemain, tu fais le même entretien d'embauche dans une société qui s'est modernisée, qui a des machines dernier cri, des robots devant ces machines pour pouvoir charger et décharger les pièces. Les personnes, du coup, qui travaillent dans un environnement qui est très propre, immaculé, parce que c'est ce qui se passe, en fait, quand on ajoute de la robotisation, de l'automatisation. In fine, l'atelier doit être rangé, l'atelier doit être propre, parce que les robots, ça ne supporte pas la propreté. Donc, tout est propre, immaculé, bien rangé, il y a du lean, etc. Cette jeune candidate, elle va sûrement choisir la deuxième entreprise. Même si la première, elle a des valeurs plus fortes, c'est une entreprise familiale, qui a un pignon sur rue, ils font des super jolis produits, etc. Elle choisira quand même la deuxième parce qu'elle se sentira mieux, son travail sera sans doute plus valorisant, il sera moins pénible. Et même si cette personne, elle a un handicap ou moins de formation, cette entreprise, elle est aussi structurée, elle a évolué pour pouvoir intégrer plus facilement des petites différences entre les candidats.
C'est ce que permet l'automatisation et la robotisation. En fait, ça change en profondeur le process d'une entreprise, ça la fait évoluer, ça la fait grandir et in fine, les candidats le verront. Et donc cette entreprise aura beaucoup moins de mal à recruter. Je prenais l'exemple d'un jeune candidat parce que c'est eux qu'on veut recruter pour pouvoir les inscrire au long cours dans les entreprises. Mais ça marche pour des candidats qui sont plus expérimentés, ça marche avec des profils en reconversion. On se projette plus facilement dans une entreprise propre, bien rangée, avec de l'automatisation. Oui, puis c'est le reflet de notre vie quotidienne aussi, tu Ouais. vois. Je pense qu'on peut pas vivre avec un déséquilibre entre, aujourd'hui, on a la tech à portée de main, on a notre téléphone, on a nos tablettes, on a tout, et en même temps, effectivement, rentrer dans une industrie qui, en plus, peut produire, bon, tout dépend du produit in fine, mais et retrouver des machines, effectivement, qui sont un peu d'un autre temps, en tout cas, c'est pas ce que vous recherchez les jeunes, je pense. C'est ça. Après, par contre, je pense qu'il est aussi important qu'ils soient formés à utiliser les vieilles machines, Mmh. nouvelles machines, parce que si jamais il y a une panne et un problème, c'est important aussi qu'ils sachent utiliser les matériels plus anciens Ouais, pour comprendre aussi les process. Pas que pour exactement. pouvoir les utiliser au besoin, mais aussi pour comprendre ce qui se passe quand un robot ou une tour d'usinage. Et puis ça les fait monter en compétences, tu vois? Tu prends l'exemple, du tourneur ou du fraiseur, s'il commence pas et il apprend pas, sur du trad, il perd aussi, tu vois, la notion de l'usinage, des axes, et du coup, son job devient aussi moins intéressant. Dans ces cas-là, on devient, et pour le coup, moi, je l'ai vu beaucoup, j'ai beaucoup recruté sur ces métiers-là. On a du mal à recruter ce qu'on appelle vulgairement des presse-boutons. Parce qu'en fait, les vrais techniciens d'usinage vont très vite s'ennuyer à être juste presse-boutons aussi, quoi. Donc, c'est aussi un sujet d'attractivité, que de faire monter en compétence effectivement l'opérateur et que de proposer des postes qui soient transverses où effectivement ils vont faire plus que du presse-bouton, parfois toucher un peu à de la maintenance au premier niveau, ou aller peut-être soulager sur du deuxième niveau le tech de maintenance, ou un peu de programmation, enfin voilà. Moi, j'ai vu beaucoup de candidats, de salariés qui recherchent ça, la curiosité aussi du procédé derrière, du faire, c'est un vrai levier pour progresser. On a accompagné l'entreprise Cugnot sur des sujets d'automatisation du soudage, donc on revient sur cette opération. C'est intéressant le soudage parce que c'est en général, soit ça se prête très bien à l'automatisation, soit il faut se creuser un petit peu la cervelle pour le faire intelligemment. Et donc au bout de l'accompagnement, ils se sont retrouvés donc avec 2 robots soudeurs. Et donc les soudeurs qui faisaient à l'origine le travail, de soudure en fait sur des très grands montants métalliques, avec, voilà des soudures qui sont très longues, qui doivent être extrêmement précises, se retrouvaient eux à contrôler en fait 2 robots soudeurs chacun, mais à continuer à avoir leur expertise soudage parce que les soudures un peu complexes, celles qui sont, dans des positions où le robot ne peut pas forcément les atteindre et cetera, c'est eux qui viennent mettre la touche finale. Et donc ils gardent à la fois l'expertise de soudure et en même temps, ils ont 2 robots qui travaillent pour eux et ils ont été formés pour pouvoir intégrer ces compétences et déclencher les robots, modifier les programmes et cetera. Donc c'est hyper intéressant en fait comme exemple. Robotiser, ça veut pas dire tu changes complètement ton emploi, mais ça veut aussi dire que tu vas ajouter de nouvelles compétences, de nouvelles cordes à ton arc. Super intéressant, et tu vois, ça me rappelle une discussion qu'on avait eue ou avec Nicolas Clay, je ne sais plus si c'était toi ou Nicolas, où justement je te disais, tu vois, je vois souvent moi des exemples de robotisation un peu avortés ou carrément sabotés. Je l'ai vu dans pas mal de boîtes. Et à ce moment-là, alors la discussion n'est pas toute récente, hein, ça doit dater d'il y a peut-être 3 ans. Depuis, on avance, ouais, et on apprend chaque jour. Et à ce moment-là, je vous disais, tu vois, je pense qu'un angle qui manque sur les sujets de la robotisation, c'est la prise en compte du changement culturel. Je pense qu'il y a 2 sujets, et tu l'as dit, vous changez avec la robotisation, l'intégration, l'automatisation, les process de la boîte,
Et du coup, il y a aussi un aspect culturel parce que tu donnes cet exemple du soudeur. Effectivement, l'un des a priori de quelqu'un qui n'est pas sensibilisé aux enjeux de la robotisation, d'automatisation, ça va être: on me dépossède de mon job, on m'enlève mon job. Et ce qui génère derrière, si ce n'est pas accompagné, tu vois, des sujets de frustration. Mais il y a Euh, plus que de la frustration. C'est que si t'es pas accompagné correctement, ton nouveau moyen, ton nouveau robot, il va pas faire long feu, en fait, sur ta ligne de production. Donc, tu as tout à fait raison de pointer ça, et c'est aussi pour ça que nous, dans nos accompagnements, il y a toujours une composante humaine. On a une méthodologie, en fait, d'accompagnement qui a été développée avec l'ARACT et qui permet justement de prendre en compte les retours du terrain et d'aller impliquer les collaborateurs bien avant que le mot robot ne soit prononcé hmm. et même qu'on ait choisi une solution. Ouais, Donc, en ça, phase. ouais. Typiquement, nous, on est arrivé une fois, donc c'était après la robotisation d'une entreprise qui avait été menée, en fait, sans nos accompagnements. Et donc, bizarrement, je crois que le moyen, il avait tenu 2 semaines Hmm, avant qu'un objet extrêmement lourd, lui était tombé dessus depuis le pont roulant. hmm, Bizarrement. hmm, Donc, bizarrement. mmh mh. Donc la Ok. frustration, en général, elle trouve vite un exutoire, en fait. C'est normal. En fait, c'est comme toute transformation, en tant qu'humain, notre cerveau, il est biologiquement fait pour résister au changement. Donc si on n'accompagne pas, ça ne marchera jamais. Donc il faut le penser, en fait, avant toute transformation, avant toute action. C'est pas juste limité à la robotique ou à l'automatisation, c'est vraiment toutes les transformations en œuvre dans l'entreprise. Ouais, parce que c'est ça, je pense qu'il faut bien percevoir. On n'est pas, c'est pas juste une machine. Enfin, Mmh. in fine, oui, ça reste un outil de production, Ça serait mais plus simple si c'était juste une machine. quelque part, mais c'est une machine qui derrière est pilotée par des hommes quand même. Ou Donc ouais, c'est vrai qu'il y a un vrai changement culturel à considérer. Et sur les sujets de plutôt de la diversité, de l'inclusion, toi qui es au contact avec des industriels au quotidien. Est-ce que tu dirais, alors tu faisais un peu le parallèle avec le BTP aussi tout à l'heure, est-ce que tu dirais qu'il y a quand même un changement de mood sur ces sujets-là? Est-ce que tu penses que les industriels y vont davantage, ont plus envie, en tout cas, de porter ces sujets-là qu'auparavant? je sais pas si c'est plus en vie qu'auparavant. Je pense que l'industrie comme le BTP, en fait, a été, la première cause des grandes vagues migratoires de travailleurs, depuis les Italiens, bien avant la Seconde Guerre mondiale, et donc les vagues actuelles qui continuent à donner du travail aux personnes qui arrivent dans le pays. Hem, je ne sais pas néanmoins si elles en font plus un étalage ou un coût marketing qu'autre chose à l'heure actuelle. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui est tu, parce que notre société est peut-être pas très ouverte à entendre tous ces sujets-là. Mais en tout cas, ce que je vois évoluer, ce sont peut-être les pratiques de recrutement et les ouvertures, en fait, aux différentes nationalités. Notamment, on a beaucoup d'industriels dans la région qui se sont organisés pour pouvoir faire travailler des Ukrainiens, il y a quelques années. Qui ont mis en place des traducteurs, des signalétiques, spécifiques en ukrainien, et cetera. Et donc, on le voit quand on se balade dans les usines, il y a parfois des écriteaux qui sont, dans des langues qui nous sont pas connues, et donc ça permet, voilà, à des personnes qui arrivent, et qui n'ont pas forcément de point de repère, quand même de trouver un premier ancrage et de s'installer ici de manière plus durable. Je trouve que c'est plutôt bien. L'industrie a besoin de main-d'œuvre, et donc la main-d'œuvre traditionnelle, le français moyen, et cetera, on en arrive au bout. C'est-à-dire que tous ceux qui peuvent y être employés sont déjà employés, donc il faut les puiser ailleurs, chez les femmes et puis, chez les, pas français, pas moyens. Mmh. Mais c'est vrai que tu pointes du doigt un sujet un peu clivant, dont on préfère souvent faire l'autruche. C'est clair, hein, parce que, oui, on n'aime pas, en tout cas, c'est difficilement entendable, quand on a quand même du chômage en France. C'est difficilement entendable par, le grand public que, bah, oui, on a besoin de la main-d'œuvre étrangère, parce qu'on peut penser qu'ils nous piquent nos métiers, mais ce sont des métiers sur lesquels nous n'arrivons pas ou plus à recruter.
où nous en avons besoin pour notre souveraineté économique, pour notre développement territorial, pour l'activité d'une entreprise qui a besoin de produire, pour créer de la valeur. Et c'est un vrai sujet. Et on voit des initiatives. Alors après, l'intégration, effectivement, c'est une super bonne pratique, hein, l'intégration d'un public et des collaborateurs étrangers, ça s'accompagne et c'est pas toujours simple. C'est aidant, je trouve aussi, quand on a une démarche derrière et notamment les outils du Lean et de la Perfindus qui aident beaucoup quand même, je trouve, par les pictogrammes, le visuel. Oui, j'allais dire le management visuel aide Ah bah beaucoup voilà. et effectivement, tu vois que les collaborateurs sont mieux intégrés dans les entreprises qui sont bien structurées aussi, à ce niveau-là. C'est vrai. Et après, à toute personne qui me dit: «Non, on n'a pas besoin de la main-d'œuvre étrangère», je les invite généralement à postuler en tant que soudeur, usineur ou faire du déchargement de containers pendant une semaine et puis en général, ils révisent leur opinion assez rapidement. Effectivement, ce sont des jobs qui, on n'arrive pas à recruter point barre et donc il y a 2 actions. C'est un, il faut les penser de manière différente. Donc là, on revient au sujet d'automatisation, robotisation et 2, en fait, il faut aller chercher, la main-d'œuvre qui veut bien de ces jobs Mmh. et donc c'est pas simple. Non, non, c'est des Mmh. c'est des vrais sujets, hein, c'est clair. Est-ce que tu dirais enfin non, je vais pas te poser la question comme ça, pardon. Quels sont les projets qui t'ont le plus marqué ou les initiatives qui t'ont le plus marqué sur le sujet de l'attractivité? Tu peux faire le lien, comme bon te semble avec, tes sujets de la robotisation, de l'automatisation. Dans les sujets d'attractivité, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Donc 19, j'avais trouvé ça extrêmement fort. Le fait que, en plein Pays de la Loire, où on a un chômage qui est inférieur à 5 ils te regardent droit dans les yeux en disant: «De toute façon, mais nous, on recrute, pas de souci, on a aucun problème de recrutement». Dans les initiatives qui m'ont marquée aussi, Sodebo, Mmh. qui tirent leur épingle du jeu malgré un défi de taille. Ils ont regroupé l'ensemble de leurs sites de production industrielle au même endroit. Donc en fait, ils font leur sourcing de recrutement sur un seul bassin économique. Donc c'est extrêmement compliqué et en même temps, ils arrivent à être très compétitifs, notamment parce qu'ils sont bien structurés, il y a du management, il y a du lean, il y a de l'automatisation. Globalement, les postes sont attractifs et il y a énormément de femmes. Je crois que je n'ai jamais vu autant de femmes qu'en visitant le site industriel chez Sodebo. Ah ouais, puis ils sont super forts en comme employeurs. Ouais, ouais, complètement. Heu, ils sont Et très, très forts. ouais et du coup, ça m'y fait penser, j'avais partagé une de leurs initiatives qui était une vidéo dédiée au métier de la maintenance. Mmh. Qui mettait vraiment le doigt sur tous les pain points des métiers de maintenance et qui arrivait à trouver les bons arguments et c'était La très servante, le coup de la ouais. servante, c'est La génial. Ouais, exactement. La servante et puis une belle, hein, c'est pas la Ah servante ouais, ouais, qui ouais. débite le dépôt. Ça donne vraiment envie de travailler et Florie Michon avait fait la même chose il y a quelques années, une visite de l'atelier maintenance en drone, et on voyait donc les mainteneurs travailler. On sentait que c'était une équipe, dynamique, soudée et cetera et donc ça, c'était aussi très, très chouette. Dans les bonnes initiatives, je dirais Le Mailleux, dans le nord de la France, qui est une manufacture textile qui se réinvente et là pareil, c'est hyper intéressant en termes de com et de marque employeur et derrière ils ont utilisé, tous les outils du lean et du management visuel pour repenser leur prod et clairement, ça donne envie d'aller faire un tour chez eux aussi. Ah ouais, ouais. Mmh. OK. Et ben écoute, j'invite tout le monde à aller voir. Et est-ce que tu penses à, une personne peut-être, tu vois? Je pense, vers qui enfin, ou un dirigeant, une dirigeante qui porte ça, alors, par le prisme des réseaux, parce que c'est la le côté, facile d'accès. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont tu aimes, les contenus? Faire rayonner l'Indus ou tu vois, sur ces sujets un peu d'attractivité. Est-ce que toi, tu penses à quelqu'un en particulier? Je pense pas à quelqu'un en particulier, je pense à un collectif qui est celui des meufs de l'industrie, Mmh.
qui arrivent justement à faire voir l'industrie différemment. Et du coup, la fondatrice, c'est la fondatrice aussi de Marion. Saphir, tout à Ouais. fait, qui est une pépite de start-up industrielle. Et donc, je pense que c'est intéressant parce que ça montre que l'industrie peut être différente. Ouais. Ah ouais, donc c'est Marion Garcia que je devrais bientôt recevoir, d'ailleurs. Ah, trop bien. Ouais, ouais. Et ah oui, une autre pépite, c'est la dirigeante actuelle du slip français. Je ne connais plus son nom. Mmh. Ça me reviendra sans doute à la fin de l'épisode. Et qui a passé sa vie avant le slip plutôt dans l'import d'Asie et qui a découvert, notamment en rejoignant le slip et à l'occasion de la pandémie de Covid, que c'était important de réindustrialiser en France. Et je trouve que ces prises de parole sont extrêmement justes, intéressantes. C'est une nana dans l'industrie textile, qui est une filière qui doit absolument se réinventer en France. Et je trouve que c'est hyper... j'aime pas le mot inspirant, mais en fait c'est le cas, c'est hyper inspirant. Voilà. Bah, on peut inventer un autre mot si tu Mm, veux, mm. hein. Mais Ça met des étincelles dans le petit déj. Voilà. ouais. Et j'avais écouté l'épisode justement avec le fondateur du slip, mais pareil, j'ai mangé son nom, c'est pas bien. Un épisode de Génération Do It Yourself. Tu l'as écouté? Ah ouais, il est génial. Mais en Ah, fait, il est... le problème des épisodes Génération Do It Yourself, c'est qu'ils sont tous géniaux à peu près. Ouais. Et même le dernier, enfin, je suis plutôt habituée des épisodes des startups, etc. Et celui avec le patron du groupe Accor. C'est la première fois qu'il y avait un patron du CAC 40 dans Je l'ai pas écouté encore. Eh bien, vas-y, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant, notamment sur la notion de communauté de personnes qui travaillent ensemble et sur la manière d'inclure des publics différents. Il disait quelque chose qui, moi, m'a fait bondir, c'est que la moyenne, le turnover moyen dans ces équipes, c'est 3 ans. Au bout de 3 ans, ils ont tout renouvelé quasiment, Ah ouais? les hôtels. Mais parce qu'en fait, c'est l'hôtellerie-restauration, les gens restent plus longtemps. Et donc tu te dis ça, tu fais waouh, mais en fait, en 3 ans, comment est-ce que tu garantis de transmettre, en fait, le savoir, le mettre en application et est-ce que c'est pas plus intéressant de les garder plus que 3 ans? Est-ce que tu fais quelque chose pour? Et en fait, l'épisode est hyper intéressant pour ça et pour le rapport justement au travail et des publics peu qualifiés. Ben, écoute, je rajoute. En ce moment, je suis sur Légende Business, tu vois, le vendredi. Ouais. Les gens de business. Bon, après, il n'y a pas que business, mais ils sortent Mmh. 3 épisodes semaine et t'as les gens de business le vendredi. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça dépend des thèmes. Enfin, forcément, après, il y a des thèmes qui te touchent plus ou moins, mais hyper intéressant aussi. C'est moins long que Génération Do It Yourself. Moi, j'aime bien Mmh. les épisodes longs. Bah, en même temps, nous, on a à chaque fois 1 heure devant nous. Donc, c'est pas moi qui vais te dire que je préfère des épisodes de 10 minutes, tu vois? Mmh, mmh mh. Non, je sais pas ce que j'aurais pu te dire en 10 minutes, sans doute beaucoup moins, mais ouais. Mmh. Non, mais on va tu vois, je pense que alors on s'éloigne complètement de notre sujet, mais j'aime bien. Je pense qu'il manque d'espace au débat, à l'échange, tu vois? Et à l'attention, en fait. Parce qu'on va vers, du clivant, vers de la punchline, du hook, heu et je trouve qu'on manque de ces espaces où tu disais le mot d'inspirant, mais je trouve que en fait, tu peux pas t'inspirer au travers, d'une punchline, il faut des moments où on peut aller au fond des choses, quoi, où on partage vraiment, tu vois? Moi, j'ai aimé ce temps en début d'entretien, où tu donnes de tout, en fait, quoi. Enfin, je sais pas, mais je suis peut-être pas objective, hein. Non, mais je te rejoins, ça fait 3/4 d'heure qu'on échange. En fait, j'ai pas vu le temps passer déjà, ce qui est plutôt positif, que j'ai un span d'attention d'1 seconde et demie et effectivement, on peut se permettre de dévier un peu du sujet, mais parce qu'en fait, ça va nourrir le sujet. Ouais. Je me pose beaucoup de questions, mais j'ai envie de t'en poser aussi parce que j'imagine que tu accompagnes aussi des industriels. Est-ce que je peux te poser une question ou est-ce que ça Mais on me pose trop de jamais de questions.
Vas-y, pose-moi des questions. Je voudrais te poser la même question qui était un exemple d'initiative inspirante d'un industriel. Parce que j'aime autant me nourrir. Je passe ma vie à visiter des sites industriels, mais j'ai toujours mon biais, mon tropisme. J'y vois ce que je veux bien y voir. J'aime bien me nourrir de ce que les autres voient aussi. Ouais, parce que on est focus sur nos sujets. Alors, moi, l'exemple qui me vient en tête, là, comme ça, qui va te parler, c'est une boîte industrielle qui a mis en place le congé menstruel. Alors, j'ai pas le droit de donner son nom, pardon, mais j'ai pas le droit. Donc, Alors, si je peux me permettre, c'est dommage, ouais. parce que ça pourrait permettre aussi d'avoir un peu de réflexion et de se dire si eux, ils ont réussi, on peut le faire, et quels sont leurs critères de sélection. On est bien d'accord. Par De contre, moi-même. j'ai reçu la DRH qui l'a mise en place. Donc, c'est Catherine, elle en parle dans le podcast. Donc ça, je trouve que c'est un super exemple. Pas facile à porter, elle en parle très bien. Belle initiative, tu parlais de tout ça. Donc ça, je trouve que c'est une belle initiative. Une autre initiative, c'est la semaine de 4 jours, mais une semaine sur 2. Je trouve ça top. C'est pas mal. C'est pas mal. Le postulat de départ, c'était, OK, les fonctions support et direction ont 2 jours, semaine de télétravail, pardon. En prod, on peut pas leur faire ça. Donc, comment est-ce qu'on trouve une forme d'équité, tu vois? Pas d'égalité, mais d'équité. Vous avez des contraintes. Et donc, en fait, ils ont retravaillé leur modèle de production, pour le coup, pour pouvoir passer à la semaine de 4 jours, une semaine sur 2. Et ce jour off, il était au choix du salarié parce que les contraintes de la prod, c'est qu'ils ne pouvaient pas fermer un jour la prod. Donc, il fallait une rotation. Et par contre, le jour était fixe. Donc, les uns les autres, souvent, on choisit le lundi, le mercredi ou le vendredi, grosso modo. Et donc, un chantier, alors moi, j'ai mis les pieds dedans, c'était génial. Ouais. Ah ouais, C'est hyper... c'est génial. et ouais. Ouais. Et ça, c'était génial parce que moi, j'adore ces sujets. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu bosses avec la météo continue, évidemment, avec la prod et les RH. Et là, moi, j'avais, chefferie de projet sur ce sujet-là, côté RH en tout cas. Donc, trop intéressant. Génial, ouais. Et alors, du Ouais. coup, qu'est-ce qui a permis, en fait, de passer à semaine de 4 jours, une semaine sur 2? Est-ce qu'il y avait déjà des ingrédients clés dans leur organisation qui leur a permis de se dire, OK, on peut le faire? Est-ce qu'ils se sont peut-être plus automatisés? Est-ce qu'ils étaient déjà automatisés au départ? Qu'est-ce Alors, qui a fait ce terrain propice? ouais, en fait, ils intégraient un nouveau marché déjà. Ils avaient une organisation par poste, ils ont mis une organisation en ligne et sur un autre secteur, une orga en îlot. D'accord, Ce OK. qui a tout changé, parce que sur l'orga en îlot, forcément, c'était beaucoup plus simple et ils avaient déjà commencé à mettre en place de la polyvalence, polycompétence d'un îlot à un autre. Et les îlots étaient orientés par produit, par client, tu vois? Et donc, en fait, par îlot, c'était beaucoup des femmes, donc toutes les opératrices pouvaient basculer d'un îlot à un autre. Donc, on a d'abord bossé sur une grille de polycompétences, polyvalence, polycompétences. Faire monter en compétences toutes les opératrices, c'était sur du câblage, toutes les opératrices sur chacun des îlots pour s'assurer que ça allait être robuste derrière. Donc après, en termes de planning, il fallait juste, entre guillemets, qu'on s'assure que tout le monde ne prenne pas le mercredi. Tu vois? Et effectivement, il y a eu des sujets assez autour de la robotisation, automatisation. Alors pour le coup, tu sais bien que c'est pas trop ma partie. Et ça a pris un petit moment, hein, mais ça marche super bien. Ils sont super contents, tu vois? Donc et la dernière question flexibilité, c'est la modulation, hein. Voilà, les initiatives là, tu vois, vraiment concrètes, où tu peux appuyer sur un bouton, mettre ça dans ta roadmap et tu peux le faire, quoi. C'est pas Ouais. voilà. Ça me fait penser, c'est le groupe LDLC qui était passé, mais l'entièreté du groupe à la semaine de 4 jours, et où ça avait posé des vrais défis en production, pour justement faire en sorte que la prod ne s'arrête pas. Enfin, eux, c'était pas tant la prod que plutôt le côté expédition shipping parce qu'ils ont une grosse activité de e-commerce.
Donc pareil, robotisation, lean, etc. Et puis un planning à jour fixe par type par employé. Ah oui, et t'as Pour pas le choix que justement de faire la piloter. rotation. Ouais. T'as pas le choix que de piloter comme ça. Tu vois, pareil, sur ce sujet-là, je pense à une boîte de décolletage. J'ai oublié son nom, c'est pas bien. Petite série, grande série, ils ont des robots de chargement, robots de déchargement. Bah, leur grande Mhm. série, elle tourne le week-end. Ils étaient Mhm. en 5-8 avant. Plus de 5-8, 3-8. Petite série la semaine, grande série le week-end. Vendredi soir à 17h, les grandes séries sont lancées. Évidemment, tu as de la maintenance. Ouais. Mais il n'y a pas d'opérateur le week-end. Génial. Mm. Donc, tu vois, il existe plein de choses, plus qu'on se met nos propres barrières parce qu'on est tellement habitué à nos modèles organisationnels. Euh, et l'héritage aussi du Fordisme. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut faire bosser les RH, les opérationnels. Et quand je dis les opérationnels, c'est voilà, c'est la prod et l'amélio continue ensemble. Tu vois, pour ça, genre, c'est Mhm. mon combat, quoi. Ah mais moi je te dirais, t'as un triptyque, c'est RH, amélioration continue et méthode. Ah ouais, méthode aussi. Bah, Voilà. je les mettais un peu dans la Ouais. mélio, mais oui, t'as raison. Ouais. Donc, ouais, alors oui, RH qualité méthode, ouais. Et là vraiment, même juste en les sortant aussi de leur quotidien et en leur permettant, en leur donnant la liberté d'avoir des idées et puis de changer les choses, Ah oui. on peut Et repenser beaucoup de choses. de parler le même langage. Mm, mm. Tu vois, Alors là, à un par moment. contre, on peut les aider à parler le même langage. De quoi? Excuse-moi. On peut les aider, nous, à parler le même langage. Mm, Voilà, mm, exactement. Et on fera un super binôme, hein. mm, 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 Donc, mais c'est cool que tu me poses une mm, question. mm. Merci, elle était longue ma réponse, hein. Non, mais je pense que non, on a échangé sur ta réponse, donc c'est pour ça que c'était long, mais je pense intéressant. Merci. Si je surveille le temps, je vois que ça fait déjà 56 minutes. Je fais le point sur les questions que j'avais préparées. Si, question finale. Suite à l'introduction sur ce fameux post LinkedIn, tu sais que tu voulais faire un bilan. Donc, tu as pris une position voilà très claire sur la place des femmes dans l'industrie au travers de ces événements. Mais j'imagine que c'était plutôt un prétexte, quelque chose que toi, tu avais vécu. Comment tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu as une évolution? Est-ce que ça a changé quelque chose? Tu as commencé à nous répondre, mais tu as vu, j'ai voulu attendre et tu me donnes cette réponse plus tard. Le Tu peux nous teasing. faire. Mm, Ouais, mm. c'est ça. Alors, j'ai fait ce post parce que je crois en l'espace de 1 mois, on m'avait proposé 4 fois d'intervenir sur ça fait quoi d'être une femme dans l'industrie? Et en fait, globalement, mon postulat, c'est j'en ai marre d'être invitée parce que je suis une femme. Si je veux être quelque part, c'est parce que j'ai une expertise, une parole, des convictions que je vais porter. Pas parce que je suis une femme, mais parce qu'en fait, je suis experte de mon sujet. Donc en général, c'est plutôt ce que je répondais et j'avais envie de frapper un peu fort et d'avoir ma parole qui allait un peu plus loin que d'habitude. Corollaire de ce post, de temps en temps, on fait des blagues sur les salons quand on me voit. Euh, Les bonnes blagues, oui, plutôt j'imagine. des bonnes blagues, des petits clins d'œil amicaux en mode tiens, t'as vu, tu es là, c'est pas parce que t'es une femme dans l'industrie. Je fais, ouais, c'est bien, merci beaucoup. Deuxième corollaire, je ne suis plus invitée à des tables rondes qui parlent de les femmes dans l'industrie. C'est très bien. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins. Donc s'il y a il y a une réflexion collective des organisateurs d'événements, c'est cool, c'est très bien. Je me sers de ce poste aussi pour pouvoir infléchir quand on me pose la question d'une intervention. Je dis voilà, ça je le fais pas. Par contre, je vous propose d'autres types de sujets. Mais par contre, si je fais des stats, je suis moins invitée qu'avant. Bien. Donc, est-ce qu'il y a aussi un pan d'activité que je ne vois plus? Peut-être. Ok, Peut-être. peut-être que ça t'a desservi Mm. sur Mais cette partie de ton activité-là. mais alors, je vais dire, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est pas ma partie d'activité préférée. Faire une conférence ou participer à une table ronde, c'est une charge mentale énorme. Et donc, c'est pas grave. J'arrive à trouver d'autres moyens, en fait, de faire passer mon message. Par exemple, les gens qui m'invitent à des podcasts. Merci Ah ouais. plus. Ouais, et puis moi, je suis trop contente de Mhm. t'avoir. Mais c'est un exercice qui est plus Mhm. facile pour toi.
Enfin, plus facile, peut-être qui te demande moins de charge mentale, en tout cas. Oui, globalement, toute la préparation repose sur tes épaules, donc un grand merci. Et la liberté de ton du podcast est aussi plus simple. Enfin, les règles du jeu du podcast sont plus claires, je trouve, que les règles du jeu d'un événement où parfois ton objectif à toi peut se télescoper avec les objectifs des autres intervenants ou de l'organisateur. Ouais, je comprends. Et tu sais, ça me fait penser à autre chose. J'ai accompagné beaucoup de salariés aussi dans mes différentes activités que je vais pas tout énumérer parce que je tape pour la journée. Mais j'ai accompagné beaucoup de salariés dans l'industrie à rebondir. Et très souvent, j'ai des femmes ingénieures sur des gros postes. Je pense à 5-6 femmes là dans ma tête Mhm. qui souvent me disent bah tu vois Claire, j'aimerais bien prendre la parole sur ces sujets-là, donc plutôt femmes dirigeantes ou juste en dessous du codir, tu vois, dans des grosses boîtes. Bah j'aimerais bien prendre la parole sur ces sujets-là, mais en gros j'ai peur que ce soit mal perçu. Ouais. Pardon. Alors Je te les jure. auditeurs ne le verront pas, mais du coup j'ai poussé un énorme soupir intérieur. Je vais te donner mon expérience en tant qu'organisatrice d'événements. Quand j'organise des conférences, des salons, etc. Nous, on a des professionnels masculins, on a des hommes qui nous contactent en disant je suis expert sur ce sujet, je veux parler de ce sujet, invitez-moi. Jamais je n'ai la même chose de la part de femmes. Jamais. Non. Mesdames, contactez les organisateurs des confs. En fait, globalement, le gros problème des organisateurs de confs, c'est on a toujours la réflexion par au moins un ou deux participants dans la journée. Et je le fais à mes collègues aussi, hein. Je le fais à mes confrères. Disons que ton événement, c'était 100% mec, là. À un moment donné, tu le fais où ton sourcing? Et en fait, à un moment donné, Ouais. notre sourcing, il tourne en rond. Moi, j'ai mon annuaire interne de 10 ou 15 femmes incroyables que je peux faire intervenir. À un moment donné, si je ne fais plus intervenir qu'elles, ça se voit que je suis en train de faire de la discrimination positive. Donc, il faut que je me renouvelle, mais je ne peux pas me renouveler s'il n'y a pas des nouvelles têtes qui arrivent dans mon champ de vision. Et ces nouvelles têtes, elles auront été forcément à un moment donné invitées par quelqu'un d'autre. Donc, en fait, mais mesdames, contactez-nous, proposez-nous des sujets, proposez-nous des formats. Globalement, dites-vous que si vous ne le faites pas, quelqu'un de moins compétent que vous va le faire. C'est que t'es en train de me mettre une claque en direct, là. Tu t'en rends compte? Et j'espère que toi, tu vois, regarde, toi, tu as un podcast, tu prends la parole, etc. Si tu te mets cette barrière-là, imagine ce que c'est pour des femmes qui n'ont déjà même pas cette tribune. Ouais, et bah écoute, si tu cherches du monde, je pense à plein de femmes, du coup. Ah mais oui, mais vas-y, fais-moi Et mon deuxième petit annuaire et je te promets de leur laisser beaucoup de place. ouais, bah écoute, ouais, mais tu as raison. Enfin, tu as raison dans ce que tu dis. Et effectivement, c'est le genre de choses que je ne m'autorise jamais à faire, alors qu'animer, évidemment, j'adore ça. Comme les femmes auxquelles je pense, très certainement. Ouais. Mais merci pour cette claque. Mais de rien, et puis je dirais en fait, je veux pas que ça soit une claque, pour moi c'est une main tendue qui peut propulser plus haut. Il faut pas que ça soit vu comme une claque. Non, c'est une claque au sens positif. C'est le coup de pied en Ouais. plus. Tu vois, le bottage de fesses. Le bottage de Ouais. fesses. Eh Le bien, bottage de écoutez, fesses. ouais, si voilà, si vous écoutez ce podcast, que vous pensez avoir des choses intéressantes à dire, contactez-nous. Mmh. Écoute, je vais passer le mot. Est-ce que, avant qu'on arrête cette fabuleuse discussion, est-ce que tu souhaites ajouter autre chose, Jade? Je pense qu'on a tout dit. J'ajouterai juste une chose, changer le monde, ça ne peut se faire que si on adopte une méthode du petit pas. On peut pas tout changer d'un coup parce qu'en fait le barrage il est tellement fort qu'on va s'épuiser. Mais par contre, si on fait des petits morceaux et des petits pas, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Et donc pour ça, il faut oser. Et il faut oser avancer. Ou Kaizen? C'est ça. Quand j'étais étudiante, mon livre de chevet, c'était Toyota Lean. Donc
Ça fait plaisir de pouvoir remettre tout ce vocabulaire au goût du jour. Ouais. Bon, écoute, j'espère que tu as passé un bon moment. Excellent, j'espère que toi aussi et vous aussi qui nous écoutez. Ben écoute, j'en suis certaine. Merci pour tout ce que tu as livré, vraiment. Merci à vous, auditeurs, et j'imagine qu'on te retrouve sur LinkedIn. Tout à fait. Sur Bon. LinkedIn, je ne publie pas aussi fréquemment que ce que je voudrais, mais j'y suis quand même assez active. Merci, Nad, et puis à bientôt. À bientôt, Claire. Encore merci de nous avoir écoutés. Il est temps de se retrouver lundi avec un nouvel invité. C'était Claire Tenaillot, fondatrice de Be Wanted, et vous venez d'écouter un épisode de l'industrie qui fait envie. Bon, pour être certain de ne rien manquer, pensez à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Surtout, pensez à laisser un avis 5 étoiles pour lui donner de la visibilité. Allez, à bientôt sur l'industrie qui fait envie.